Encyclopédie des objets, tome 3. Question magnifique. Pourquoi signer? Et où, surtout? Alors, cette question, on pourrait se dire, parce qu'elle intéresse nombre de gens en pratique amateur, artistiques, dessinateurs, peintres, une question qui est moins importante pour les écrivains ou pour les comédiens, sauf au moment de relire leur contrat. La question est double. Pourquoi signer? Qu'est-ce que ça signifie? Et ensuite, beaucoup plus amusant, où? Pourquoi signer? C'est un peu simple à raconter. Même s'il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet, c'est une question qu'historiquement, on peut expliquer facilement. La trace manuscrite, voilà, il faut que quelque chose soit peint à la main, un signe, un graphisme que personne d'autre ne pourrait faire à votre place, qui va se retrouver souvent dans un coin. Bonne question, pourquoi à cet endroit-là? Ça ne va pas toujours être le cas. Et question importante qui va être traitée, et c'est là qu'est mon point de départ, dans une petite note de bas de page d'un livre de Walter Benjamin, la question des graveurs, puisqu'il va plus s'agir d'une œuvre authentique, à la main, faite directement et impossible à recopier en un sens, ou si on la recopie, ce serait déjà un autre, un multiple, la question des graveurs. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique, livre passionnant sur la modernité et indépassable, mais sur lequel on va prendre juste un petit morceau. Il est du principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible. Ça, c'est drôle parce que cette question de la signature, c'est une question occidentale finalement, et une question qui vient, on va dire, de la Renaissance jusqu'au XXe. Après tout, quelque chose peut être reproduit. Non seulement ça peut être systématiquement reproduit, puisque ça a été fait, mais en plus, c'est un des moyens d'apprentissage que de le reproduire. Est-ce qu'on signe une copie? Est-ce qu'on signe un exercice? Sans doute que non. Et c'est dans cet apprentissage-là, dans ce moment où petit à petit, l'auteur pourrait signer de lui-même, être celui qui a créé la forme, que va s'inventer la signature à la Renaissance. En amont, nous dit Benjamin, ben on a dans l'art des Cyclades, on est en moins 2700 avant notre ère, par exemple, une sculpture qui reproduit un motif systématique, bras croisés, représentation juste du nez, de la poitrine, du pubis, des genoux, et rien de plus. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Il ne s'agit pas ici d'authentifier, c'est-à-dire d'attribuer à un auteur l'image qui a été faite ou l'œuvre qui a été faite. Et à aucun moment, c'est un problème. C'est d'ailleurs parce que notre réflexe d'après-Renaissance d'attribuer et de vouloir attribuer la manière, la main, va exploser, qu'on va tenter d'attribuer à toutes ces formes qui sont finalement plus nombreuses que cette petite période de la Renaissance, on va dire, allez, de 1400 à 2000, c'est pas tant que ça. C'est ça qui va faire qu'on va vouloir attribuer à des tas de formes d'art, on ne peut pas contester qu'il s'agit d'art, l'envie de lui donner un nom, de l'attribuer à une signature et à une main, à une manière. Main et manière viennent ensemble. Dans la partie plus récente grecque, le kouros, finalement, qu'il soit grand, qu'il soit petit, il s'agit pour lui de représenter toujours le même corps, avec plus ou moins les mêmes codes de représentation, pas forcément un grand réalisme, peu importe. Il s'agit que, un peu comme vous pourriez commander un tatouage, ou comme avec un personnage, une bouteille, une carte, ou si vous voulez Mickey, vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une création qui serait hors de la forme que vous aviez demandée. C'est la même chose ici. Le Kouros de Milos, voilà, on est en 540 avant notre ère. Il ne s'agit pas de lui trouver autre chose que la représentation de ce qu'il est. C'est ce qui est montré qui est le plus important que celui qui l'a fait. Et même si le kouros s'épaissit, il s'agit continuellement de reproduire une forme, avec des codes qui finalement, si on pousse un peu plus loin, puisque cette histoire de l'individualité signée, c'est aussi l'histoire de la représentation du visage, de la reconnaissance d'un individu particulier, c'est finalement peu individué. On a une bouche, un sourire en demi-lune, comme dit Hegel, et puis la coiffure, le visage lui-même est assez systématiquement reproduit. Même chose dans les masques baoulés, plutôt au XVIIIe siècle, ceci, il ne s'agit pas de trouver qui l'aurait fait particulièrement. On va petit à petit, aujourd'hui, sans doute en plaquant notre envie d'attribuer des styles, justement, alors que cette histoire de style est une affaire
récentes, vouloir donner des zones géographiques qui permettent de repérer une façon de faire ou une autre. Mais finalement, c'est plutôt la question de vouloir authentifier qui est au cœur de notre question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit authentifié? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit attribué à un ou à un? Après tout, une forme qui se reproduit, qui a sa pertinence culturelle dans une zone géographique, ben ça suffit. Et c'est ça qu'il faudrait sans doute comprendre. Et c'est là où ça interroge beaucoup notre façon de regarder les œuvres. Même chose, alors que les codes visuels géométriques sont pas systématiques et qu'il y a une vraie différenciation à faire, on revient à Benjamin dans cette petite note de bas de page. En réalité, à l'époque où elle fut faite, une vierge du Moyen-Âge n'était pas encore authentique. Elle l'est devenue au cours des siècles suivants. Comme si l'authenticité, histoire des idées, on est en plein dedans, surtout au XIXe siècle, il faudra y revenir. Voilà, on peut prendre la Vierge Vladimir et d'autres vierges de plusieurs époques qui vont, dans la façon d'être reproduites, justement, poursuivre un code qui a été adopté, qui s'est construit au fur et à mesure. D'ailleurs, il serait difficile de lui donner une date définitive et qui, petit à petit, s'est, on pourrait dire, cristallisé. Et c'est dans le rapport à cette histoire longue, on n'est ni avec un auteur, ni avec une manière, mais même on est sur une zone géographique pas forcément précise, flottante, et sur une zone historique qui est elle-même flottante. On invente tout doucement l'authenticité seulement, et c'est Rudolf et Margot Wittkower qui vont nous donner la solution. Un petit arrêt dans ce livre de 85, Psychologie et comportement des artistes. Puisqu'on a un art qui longtemps n'a pas été authentique et qui ne cherchait pas à l'être, qu'est-ce qui va se passer à la Renaissance? Le livre passe de l'Antiquité à la Révolution, c'est facile. Le titre de ce livre exige une brève explication. Mercure est le protecteur des hommes d'action. Selon la tradition antique, les artisans, donc ceux qui sont avant et qui sont plutôt les producteurs d'art avant cette Renaissance, sont natifs du signe de Mercure. Saturne est la planète des mélancoliques et les philosophes de la Renaissance découvrirent que les artistes émancipés de leur époque, ceux qui arrivent à s'extraire de ce grand rite de reproduction et de transmission de l'image et de la figure, eh bien, il serait plutôt saturnien, c'est-à-dire méditatif, contemplatif, broyant du noir. Si tu es un petit peu bizarre, c'est que tu es un artiste. Si tu portes un petit pantalon de couleur, si tu es irrégulier, si tu es un peu bordélique, c'est sans doute que tu es aliéné, c'est-à-dire lié à rien. Même quand il n'est pas mentionné, le dieu de Saturne est là. Voilà pourquoi le titre du livre, Les enfants de Saturne. 3 siècles après, Sénèque médite sur les personnes qui vénèrent les images des dieux et remarque merveilleuse de Plutarque: nous apprécions l'œuvre et nous méprisons le fabricant. Les parfums, très bon exemple, nous donnent du plaisir, mais nous considérons les parfumeurs comme une engeance basse et vulgaire. Il ne s'agit pas de signer. Et longtemps, quand il y a début d'artification, j'en ai parlé, c'est-à-dire quand quelque chose n'est pas encore de l'art, il va passer par cette reconnaissance individuée. C'est la célèbre politique des auteurs que fabrique Manigance les cahiers du cinéma à propos d'Hitchcock ou des créateurs, réalisateurs de films de western. C'est ce qui est en train de se passer tout doucement avec les jeux vidéo. Petit à petit, on va identifier une maison de production, petit à petit encore un auteur. De quelle manière va être cet auteur, quel espace de création on va lui reconnaître, ça sera un enjeu qui est parfaitement passionnant. Une prochaine fois. Quelques années plus tard, ajoute les deux Wittkower, Lorenzo Ghiberti, peintre, sculpteur, architecte, on peut faire plusieurs choses à la fois, ça c'est très intéressant aussi, compose son traité monumental de l'art et des artistes pour la première autobiographie d'artiste. Si je commence à raconter ma vie, c'est un fait d'une extrême importance. Écrire mon autobiographie, ça veut dire que ma propre vie est importante parce qu'elle va éclairer mon œuvre, ou à tout le moins, par commencer, c'est parce que ce que j'ai fait est important, mais pas si anonyme que ça. La sortie de l'anonymat, avant même de signer, c'est de savoir qui l'a fait et sans doute de quelle façon. Ce qui va passionner encore jusqu'à très récemment. Dans beaucoup de livres pas passionnants, justement, d'histoire de l'art, raconter par la biographie est une idée tout à fait discutable et qu'il nous faudra discuter, mais on est en train de commencer à le faire. L'autobiographie exige la distance de la réflexion sur soi-même. Je ne raconte pas juste ma vie, mais pourquoi je l'ai fait, à quel moment je l'ai fait. Et l'introspection devient le caractère important de la race des artistes. On va y retrouver, c'est facile de frimer pour votre samedi soir, c'est la naissance avec la Renaissance des autoportraits et des signatures d'œuvres. À part ma mère, qui pourrait s'intéresser à mon propre portrait? Quelqu'un qui
estimerait soit que j'ai une très grande réputation et qui serait heureux d'avoir mon image dans sa maison, et quelqu'un qui reconnaîtrait à ma manière, à ma main, personnellement, une capacité de faire quelque chose que personne d'autre ne pourrait faire, comme si on avait cassé le logiciel après. Voilà Ghiberti, que vous retrouvez ailleurs. Fin de la citation. Le XVe siècle atteste l'existence de profonds changements dans ce qu'on pourrait appeler, et j'aime beaucoup l'expression, la personnalité collective. Voilà un sujet passionnant. Une étude des diverses façons dont l'artiste considère son œuvre. Et si on faisait une étude de la façon dont les œuvres sont perçues par le public, plus une histoire de l'art par les créateurs, plus une histoire de l'art par les œuvres, mais une histoire de l'art par la réception des œuvres et l'effet qu'elles produisent, y compris sur les artistes eux-mêmes. Ce serait une histoire de l'art tout à fait passionnante. Une étude des diverses façons dont l'artiste considère son œuvre va confirmer l'idée selon laquelle, durant cette période, sa conduite révèle des signes frappants d'un changement d'importance historique. Il y a quelque chose qui bascule et qui change, et c'est ça qu'on pourrait appeler Renaissance. Il ne s'agit pas seulement de mettre une date en pensant qu'un matin, quelqu'un s'est dit « Tiens, et si je faisais la Renaissance ?» Vous connaissez sans doute l'histoire merveilleuse, il est dans la Renaissance, de ce tableau de Van Eyck de 1434, où la signature arrive en même temps que ce changement de logiciel dont on parle, et où la signature va être en plus, dans le tableau lui-même, un reflet de l'artiste que l'on voit en tout petit, mais un reflet qui non seulement est un tour de force, la manière, la main, personne d'autre ne pourra avoir ni eu cette idée, ni l'avoir fait lui-même, mais surtout le nom lui-même de l'artiste qui va dire qu'il est témoin de cette scène de mariage. Tout à fait passionnant. Au milieu et à la fin du XVIe, les écrivains désavouent cette image de l'artiste et le remplacent par celui qui serait saturnien. Petit à petit, c'est celui d'artiste philosophe. Il peut penser, il n'est plus artisan du tout. C'est ça que fait changer la deuxième Renaissance. Bien élevé, cultivé. On en voit des traces aussi dans les textes de Léonard. Plein de raisons. Il est capable de penser. Ce n'est pas un philosophe qui va lui donner son modèle. Richement doué par la nature de toutes les grâces, de toutes les vertus. On va retrouver ce prototype dans la dizaine de volumes que va écrire Vasari, le premier à écrire une histoire de l'art en premier témoin, finalement, puisqu'il se met même à l'intérieur. Et c'est Raphaël qui va l'incarner le plus directement, avec un statut de ses textes qui est tout à fait passionnant, puisque à la fois on a un travail de première main, un témoin direct qui a connu Michel-Ange, qui a collectionné ses dessins. Intéressant, ça. Dessin commencerait à devenir intéressant, alors que normalement c'était une sorte de prototype avant de faire l'œuvre finale, peinte ou en fresque. Et finalement, et si le dessin nous permettait d'approcher de près la manière, la main, les recherches, les incertitudes. Et en même temps, ambiguïté de Vasari, puisqu'il ment comme un Florentin. C'est pour les Florentins qui me regardent, pardon. Voilà Vasari, et voilà le prototype des œuvres et de l'artiste absolu que serait Raphaël, l'artiste parfait. On reviendra une autre fois sur ça. Les dessins que va collectionner Vasari pour s'intéresser à la façon dont Raphaël cherche ce groupement et le fait évoluer. Et à la fois comment, dans cette époque de la Renaissance, naît le cartellino. Le premier, c'est Lippi en 1437. Là, je suis en 1511, pas longtemps après. C'est-à-dire un petit cartouche que tient ce petit ange, qui va être la signature intégrée elle-même à l'histoire, intégrée au tableau, intégrée comme une justification. Pas seulement une trace autographe qui dit « c'est moi qui l'ai fait », mais chez Van Eyck, chez Raphaël, une façon de mettre sa personnalité à l'intérieur, en scène à l'intérieur de l'œuvre. Et cette merveille, je parlais dans le précédent de Philippe Lyotard, j'espère qu'il connaît cette merveille de Portrait de la Fornarina, qui est la maîtresse de Raphaël, mais qu'il a complètement tatoué. Alors, est-ce qu'on peut dire ça, un petit bracelet avec son nom? Ça paraît complètement fou que ce tableau qui est un des derniers de sa carrière, 1520. Je reviens à Benjamin, il dit quelque chose de plus dans cette petite note de bas de page numéro 1. C'est précisément parce que l'authenticité n'est pas reproductible, et c'est la deuxième partie de ce qu'on va raconter, c'est qu'est-ce qui se passe puisque l'authenticité est arrivée? Oui, mais il y a des moyens de reproduction comme la gravure qui va arriver, et c'est dans la gravure qu'on ne peut pas reproduire l'authenticité. Le commerce d'art va jouer un rôle important. Et sans doute, peut-être que, puisque les images vont être reproduites, se diffuser un peu partout, c'est peut-être pour ça que l'authenticité va avoir de plus en plus d'importance et la signature également. Voilà, la technique de reproduction détache l'objet reproduit du domaine de la tradition, ce n'est pas fait dans une sorte de filiation. Elle multiplie les exemplaires
mais elle substitue l'occurrence unique, c'est-à-dire un seul, fait à la main, à une existence en ciré. On va retrouver avant Raphaël un merveilleux artiste, Dürer, qui va se passionner pour sa propre image, faire les premiers autoportraits. On en a eu avant, on l'a dit, Lippi et le Cartellino, d'autres un peu avant aussi. Mais chez Dürer, on a la création d'une sorte d'image de marque, son propre visage, avec un glissement, un sous-entendu visage frontal, cheveux longs, barbe. Voilà, vous voyez très bien à qui il veut faire allusion. Et surtout, petit idéogramme Albrecht-Dürer qui va être une façon de mettre à l'intérieur du tableau sa propre signature. Jusqu'à cette merveille du martyr, où à l'intérieur de ces scènes de torture et de tuerie, Dürer lui-même se représente en plein milieu, le seul personnage en noir foncé, avec un petit panneau qui dit « c'est moi qui l'ai fait ». Parce que ce que Dürer va faire, c'est qu'en plus de faire reconnaître sa main, de faire reconnaître son talent, il dit lui-même lors de ses 2 voyages en Italie qu'en Italie, il va se retrouver traité comme un prince alors que chez lui, il est encore un artisan. Il va, par la gravure, faire reconnaître tout son talent et le diffuser d'une façon extraordinairement importante dans toute l'Europe. Apocalypse Saint-Michel, le petit logogramme tout en bas, et dans son Adam et Ève, Albrecht Dürer et la gravure. Non seulement c'est inattendu, les graveurs ne signent pas forcément, ils signent le tirage, puisque vous allez graver, imprimer 10, 15, 20 exemplaires, et après les signer un par un pour les authentifier, puis rayer la plaque pour qu'il n'y ait pas de multiples supplémentaires. Mais intégrer la signature à l'intérieur de l'image, c'est une bonne façon d'éviter qu'on vous plagie. Rappelez-vous, si vous n'en avez pas fait, ben, il faudrait en faire d'ailleurs, que le graveur grave à l'envers. Et donc, celui qui s'appellerait Dürer et qui signerait 1515 AD serait très déterminé à ce qu'on pense que c'est lui qui l'a fait. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé de François Bon. Dans son livre Après le livre, il a un merveilleux chapitre sur ce rhinocéros qui, vraisemblablement, quand on voit le graphisme, Dürer n'a pas vu de ses propres yeux. Raphaël revient, peinture au Vatican, fresque du Parnasse, gravure et reproduction par Marc-Antoine Raimondi, qui va permettre de diffuser un peu partout dans toute l'Europe. Ce qui est particulier à Raphaël, ce n'est pas seulement la place que lui attribue Vasari, c'est qu'il est le premier à penser, à créer un atelier dans lequel il va attribuer des rôles à chacun, une sorte d'organisation à la Walt Disney en 1510. Et c'est Marc-Antoine Raimondi qui va être le graveur officiel, qui va diffuser un peu partout son travail. Dans des tapisseries, à Bruges, dans des cartons de tapisserie, et dans des reproductions en grosse quantité. Reproductions qu'on va retrouver de ses propres tableaux. Quelquefois, on va avoir même des traces par la gravure alors que l'original a été perdu. Voilà, donc le statut de reproduction est en train d'évoluer complètement jusqu'à cette merveille justement du gravé par Marc-Antoine Raimondi, dont vous reconnaîtrez les 3 personnages ici qui sont ici même. Parce que je saute dans le temps et j'arrive à cette idée de signature. Où signer? Ben, chez Manet, il adore Velázquez, portrait en pied, fond unique avec, on dirait un fond de photographe, ben, pas de plan horizontal ni de plan vertical, tout a l'air un peu dans la continuité. Chez Velázquez à gauche comme chez Manet à droite, l'ombre pour donner un effet de perspective, une petite signature sur le bas. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on regarde le travail de Manet, on est dans les années 1860. Regardez comme c'est intéressant. La signature n'est pas forcément en bas. Elle va être dans la perspective de l'ombre, dans la suite de la silhouette du personnage, dans ce portrait d'Antonin Proust. Ici, elle est sur le bas à droite, dans un espace finalement qui va dans la continuité de l'axe. Chez Manet, et il y a quelque chose de merveilleux, où signe-t-il? Ce n'est pas une petite question anodine, c'est qu'il ne s'agit plus, et c'est là où Manet fait entrer la peinture dans la modernité, il ne s'agit plus de s'en servir comme d'un signe distinctif qui fait qu'on reconnaît, mais de s'en servir comme un signe tout court. Merveilleuse histoire du chiffre que vous connaissez peut-être, finalement un fond très uni, une seule ombre portée pour faire comprendre, la signature de Manet qui est plus du tout en bas, elle est vraiment comme un graphisme, comme une sorte de calligraphie japonaise, comme on va le découvrir dans peu de temps après lui. On a ce signe qui est presque une tache, on dirait un petit truc qui n'a pas l'air d'être fait exprès. Et donc, vous pourrez me dire, bah oui, Manet, il a signé là, rien de plus. Mais sauf que quand on a décadré et restauré un petit peu, on le voit mal parce qu'il faut aller le voir en vrai.
première signature ici, mais en fait, c'est la seconde. La première était ici, elle était recouverte pendant des années par le cadre. Manet a signé traditionnellement ici, puis il s'est rendu compte que la signature pouvait apporter un effet de perspective dans l'espace et que l'endroit où il signait devenait important. Alors là, ça devient tout à fait passionnant. La signature de Manet va suivre la forme de la canne, de ce portrait de Duret. On est en 1868. La densité de la composition chez Manet fait que vous auriez bien du mal, et moi aussi, à savoir où est la signature, où se passe-t-elle. Finalement, il ne s'agit plus de peindre quelque chose que l'on voit, mais de fabriquer une image. Et dans la fabrication de cette image, finalement, si à droite, élément d'importance, le reflet du personnage qui s'avère être le spectateur, il n'y a pas la place, on ne peut pas signer là. Les pieds d'une trapéziste en arrière-champ, en hors-champ et derrière nous, une nature morte merveilleuse. Il s'agit donc de signer dans la partie à gauche. Vous n'aurez qu'à la trouver. Et cette merveilleuse tactique de drague chez le père Latuile, finalement, on a un vide ici. Pourquoi pas signer ici, M. Manet? Mais non, on a toute cette densité des personnages qui sont proches, un arrière-plan comme l'adorerait Orson Welles, c'est-à-dire un champ très très lointain à côté de quelque chose de très proche, un jeu de perspective très fort qui a besoin de ce petit vide, et donc Manet va signer dans le bas à gauche. Manet, faisant le portrait de Zola, reprenant tout ce que Zola et lui aiment, les estampes japonaises, le paravent, Manet lui-même qui saute au site, vous voyez, on est dans le repère du signe, et jusqu'à se citer sur un livre où sa signature se retrouve. La signature de Manet devient un élément de narration. Et si le portrait de Mallarmé à grands coups de brosse, ça s'est enlevé, on ne peut pas qualifier Manet d'impressionniste, même s'il va les côtoyer, il va donner une sorte de permission, dit Foucault, à cette possibilité de s'abstraire de ce qui est représenté. Mais le fait que la signature de Manet soit sous la main posée de Mallarmé sous le livre n'est pas anodin. Et ici, dans cette jeune femme couchée en costume espagnol, finalement, près de ce petit chat enlevé, très taché, la signature de Manet devient une espèce de graphisme enlevé. Parce que le Manet en question est quelqu'un qui travaille vite, qui travaille avec beaucoup d'énergie. Et sans doute, on n'y pense pas beaucoup, mais on regarde peu son travail de pastel. La petite signature, elle est sous le coude de ce portrait merveilleux de George Moore avec presque pas de couleur. Sous le coude, ici, dans un endroit d'oranger, alors qu'on pourrait avoir un grand bloc noir avec presque rien. Comme un graphisme qui vient souligner le visage presque en logo de la Viennoise. Comme un petit graphisme très simplifié. Comme un petit clin d'œil, le bouquet de violettes après l'opéra, voilà le graphisme, le petit où je signe. En fait, je signe dans le tableau et ma signature devient un élément du tableau. Je ne vois presque pas le petit chien, je ne vois pas la collection d'éventails, je vois des taches qui suggèrent le duvet, l'épaisseur du molletonné de la couverture, et la signature de Manet devient presque elle-même un graphisme. Et vous connaissez sans doute cette merveille où la commande de la botte d'asperges a été trop bien payée et où il a fallu, par élégance, ajouter une seule œuvre, une seule toile, une toute petite, une asperge, mais où, dans cette petite toile presque blanc sur blanc, le graphisme de Manet devient une signature. Finalement, ce schéma, ce parcours historique, pourquoi signer? Vous l'avez compris, il y a une histoire qui le fait, et on peut, avec Egon Schiele, faire un inventaire de toutes ces signatures, avec un inventaire qu'on trouve dans des livres d'histoire de l'art assez souvent, qui montre, quand on se promène dedans, que finalement, ce n'est pas une question d'authenticité chez Egon Schiele, puisqu'il a l'air de presque jamais signer de la même façon. Presque une recherche graphique, une recherche marquée par le travail du Japon et des surfaces, et une façon de jouer avec l'emplacement de cette surface, avec le fait de se placer dans un cadre et de jouer avec ce cadre. Chez Egon Schiele, après Manet, la signature est devenue un seul signe, un signal en fait, rien de plus. Elle est un jeu graphique qui pourrait être une œuvre en elle-même. Elle est en bas à droite et elle est rien de plus. Chez Nadar, dans l'exposition à la BNF, finalement, alors qu'il est photographe, un graphisme qui fait penser à un petit mot écrit par un artiste. L'enjeu est de taille. Il y a une opposition de droit entre toute la famille Nadar. Les trois tournachons vont se disputer le nom.
Et finalement, dans cette signature qu'on retrouvera sur les photos elles-mêmes, comme chez Harcourt plus tard, une façon de copier cette quête de la signature. Toujours artification, la photo voulant se faire reconnaître tout doucement comme un art, elle prend à l'univers graphique de la peinture, alors que la peinture était en train de s'en passer. 3 morceaux rigolos pour conclure. Dali va aller jusqu'à signer des papiers vierges, va jouer de sa signature. Il y a des certificats d'authenticité, puisque le commerce, ce n'est pas une petite affaire pour Dali. Mais aller jusqu'à signer des papiers vierges pour que des faux se fabriquent, c'est un jeu avec ce qu'on attend de l'authenticité. Même chose chez les surréalistes, en faisant des cadavres exquis. Ici, Valentine Hugo, Gala, Breton et Dali, une carte envoyée à René Char. On a un jeu de disparition de l'auteur, puisqu'ils sont 4 à fabriquer sa première piste dans la modernité du XXe. Deuxième piste, Warhol, qui va prendre un système automatique de reproduction, puisque la sérigraphie, avec un assistant, Malanga, va lui permettre de ne plus faire les choses directement à la main. Et cette merveille de citation de Warhol, je suis anti-tâche. C'est trop humain. Voilà. Écrire à la main, faire quelque chose qui reprenne mon faire, c'est plus la question en fait. Et le troisième qui joue de ça, c'est Ben, bien évidemment, dont à la fois tout son travail est un jeu de moquerie avec ce qu'on attend de l'artiste, avec ce qu'on attend de la créativité de l'artiste. En même temps, un graphisme absolument reconnaissable. Mon plus grand souci, c'est moi. Et en même temps, troisièmement, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est une merveille. Faire des faux Ben, c'est très simple. Ça a l'air d'être faisable très facilement. Il faudrait essayer. La question de l'art après les années 50 ne va plus être celle de l'authenticité de la signature. Pourquoi je signe? L'histoire est terminée. Où je signe, c'est devenu un élément graphique. On pourrait penser qu'avec cette question, pour certains artistes, de la performance, de l'action mécanique, la question n'est plus là. Rebondissement, les amis. La signature revient dans notre société industrielle sur 2 choses, et j'en conclus. L'autographe, voici le sieur Elvis en train de dédicacer. Dans un monde industriel où tout ce qu'on me vend est continuellement une reproduction mécanique, et si jamais j'obtenais, écrit à la main, que pour moi, un signe, un graphisme qui redonnerait de l'humain à l'intérieur de ça. Question intéressante, on reverra Monsieur Elvis bientôt. C'est lui qui invente le fan club. Deuxième piste passionnante, et si finalement le tag, le graphisme, le degré zéro de la création, il paraît, puisque pas de livre sur les tags, ce n'est pas un sujet forcément qui intéresse, ou à la limite en France, d'un point de vue sociologique, rien de plus comme signe d'un marqueur. Et si dans cette pratique de saturation assez voisine de la publicité, mais faite à la main, il y avait quelque chose entre le graphisme personnel et un jeu de marque. Question passionnante, on va y revenir. Conclusion, bibliographie, une histoire de la signature, un petit texte d'amorce chez Open Edition de Jay. La griffe du peintre, les textes sur la signature sont plutôt des choses sur le Moyen-Âge ou sur le XVIIIe siècle. La valeur de l'art, sorti il y a peu en 2018. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Le vide cover, Les enfants de Saturne de 1985, écrit par le couple Briand. Et puis, on pense peu Warhol comme un philosophe, mais ma philosophie va de A à B, et c'est tout un programme, on le reverra. Un petit, en 2008, Cécile Guibert, qui en fait un travail de mise en page que je trouve tout à fait passionnant. À bientôt.